On a comme l'impression que les gens ne réalisent pas le mur vers lequel ils s'en vont. Il y a une montagne qui s'en vient. Ça va bien aller jusqu'à ce qu'on arrive à la montagne. La majorité des études disent qu'on se prépare des lendemains difficiles. Le péril n'est pas encore de la demeure, mais il s'y installera à coup sûr si nous continuons à faire l'autruche. Ce matin, évidemment, on continue à parler beaucoup de ce manifeste pour un Québec lucide. Cette démarche dont fait partie Lucien Bouchard. Une productrice de cinéma, 2 anciens ministres, un designer de mode, 3 économistes, une armateur ont affirmé ce matin que les Québécois sont dans le pétrin. Ils estiment que le Québec est menacé par son déclin démographique, mais aussi par la compétition de l'Inde et de la Chine. On parle d'une série de mesures pour, en quelque sorte, réveiller un peu les Québécois. Il y a l'allègement du fardeau de la dette publique, le changement du système de taxation, quelques petites mesures là, comme la hausse des tarifs d'électricité, l'abandon du gel des droits de scolarité, etc. Selon ce groupe, le Québec ne peut plus se permettre d'être la République du statu quo. Le Québec ne peut plus se permettre d'être la République du statu quo. Et c'est pour cette raison-là qu'on a entrepris les changements que nous avons entrepris et que ce même groupe font les mêmes constats que vous, Monsieur le Président, et les mêmes orientations que le gouvernement. Oui, c'est de la musique à mes oreilles, c'est de la musique à mes oreilles, puis je pense que ça doit être la musique aux oreilles de plusieurs Québécois et Québécoises qui souhaitent ardemment que ces débats puissent se faire. Bravo, bravo pour ce manifeste. Un texte équilibré, clair. Le statu quo n'est plus une option. Enfin, au Québec, on commence à parler des vrais enjeux. Il faut être capable de se sortir de ce cul-de-sac. L'appel est un appel à l'urgence. Il est un appel à l'action. Il est un appel à un Québec différent. On fait face à un problème de finances publiques, un problème démographique, un problème de compétition internationale. Je vous le dis, le constat est le même. La question est de savoir quelles sont les bonnes solutions. Le déclin démographique, c'est un énorme problème avec des conséquences terribles pour le Québec. Côté finances publiques, le vieillissement de la population va mettre le Québec à feu et à sang. Avec un taux de natalité d'1,7 %, le Québec est condamné à la décroissance démographique. Un des problèmes qu'il y a, c'est que le problème démographique, qu'on dit qu'il va être important, qu'il va être majeur, mais là, on sort sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, et puis, on voit pas le choc démographique dans la rue, tout va bien, le chômage baisse, et donc, personne voit là qu'il y a un grand problème. La difficulté qui se présente, c'est que dans le moment, on a des problèmes importants avec notre système de santé, puis le choc démographique n'est même pas encore commencé. Je veux dire, alors imaginez-vous, dans 5 ou 10 ans, là, je veux dire, on risque d'avoir une crise. Notre préoccupation, là, c'est qu'on agisse tout de suite avant que le tsunami démographique, pour ainsi dire, nous frappe. L'idée, c'est qu'on se dit, mais le choc démographique, le vieillissement, ça va vouloir dire qu'on va dépenser plus dans la santé, il va y avoir moins de gens au travail parce que les jeunes vont être moins nombreux, les baby boomers, ils n'ont pas fait d'enfants, et donc, on va avoir un problème financier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver, justement, les acquis de l'État-providence, sans être obligé d'augmenter de 20 à 25 % le fardeau fiscal des générations futures. L'idéal pour un jeune, à ce moment-là, ça va être d'étudier au Québec parce que ça ne coûte rien, d'aller travailler ailleurs parce que les impôts sont plus bas, puis de revenir se faire soigner plus tard, quand tu vas être vieux, au Québec, parce que ça ne coûte rien non plus. Alors, où est-ce que c'est qu'on va trouver l'argent? Puis comment est-ce qu'on peut partager ça entre générations, entre la génération actuelle, qui a quand même... sans l'appeler une génération gâtée, là, c'est quand même une génération qui a bénéficié beaucoup, et les générations futures qui vont être pognées avec la facture. Là. On ne veut pas avoir la réputation, notre génération, de se dire, mais là, ces gens-là, ils se sont payés un party puis ont laissé les enfants faire la vaisselle. T'sais. Et là arrivent les chiffres. Une dette de 120 milliards de dollars, 7 milliards et demi de dollars par année en remboursement. Les Québécois commencent à comprendre que la dette est problématique. La dette publique du Québec est énorme. Elle est le double par capita de celle de l'Ontario. Le paiement des intérêts de la dette, c'est l'équivalent de 12 ministères. Donc, c'est une contrainte majeure. Ça nous empêche d'investir ailleurs, quoi. Et cette dette-là, elle est présentement à 80% une mauvaise dette. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'actifs, d'accord, correspondants. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette dette doit être remboursée.
pour retrouver éventuellement une marge de manœuvre qui va nous permettre de maintenir un peu les acquis et surtout s'assurer que les jeunes ne s'enfuient pas. S'ils ont payé tout ça sans avoir eu aucun service, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, ils ne se retiendront pas. Ces jeunes-là, et ceux qui vont partir, mais ce sont les gens les plus dynamiques. Et là, on va rester avec les gens moins qualifiés, moins dynamiques, qui vont nous remettre encore dans des problèmes encore plus insoutenables parce que la production va baisser globalement. Essayons de la réduire, cette dette, pour ensuite laisser aux jeunes, non pas ce fardeau-là, mais eux aussi une possibilité éventuellement de s'endetter pour des investissements auxquels eux, ils auront besoin en soins de santé, en hôpitaux, en route, en fait. Et donc, c'est une question d'équité intergénérationnelle. Et enfin, rendre l'économie plus efficace. Si on dit avec les mêmes ressources présentement, si on pouvait être un peu plus efficace, bien peut-être que des gens donnent un peu plus de marge de manœuvre. Alors, la taxation au Québec, elle est très élevée sur le capital, sur les entreprises et sur les revenus. Et donc, il faudrait peut-être moduler cette taxation. Il n'y a plus moyen de taxer les gens. Taxer les riches, bien, il faut les trouver, les riches. Hein. Et il faut voir qu'ils font déjà leur contribution. Hein. Il y a 2,3 % de personnes au Québec qui gagnent 100 000 et plus. C'est peu, d'ailleurs. Ça démontre quand même l'économie assez faible. Et ils payent déjà 25 % de l'impôt sur le revenu. Donc, écoutez, c'est le quart pour 2,3 % de la population. Donc, ils font leur effort. Là. Les entreprises, moi, j'aimerais bien les taxer, mais ils vont s'enfuir. C'est mobile, une entreprise. Et c'est pour ça que personne ne les taxe. Donc, nous, au Québec, on ne peut pas s'isoler de cette question. Il faut suivre le reste, quoi. Oui, bien là, c'est la capacité, dans le fond, à laquelle toutes les sociétés occidentales sont confrontées. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à des pays qui sont en croissance extrêmement forte, dont la croissance est basée, oui, sur une main-d'œuvre bon marché, mais pas seulement sur une main-d'œuvre bon marché. De plus en plus, l'Inde et la Chine en particulier, surtout peut-être l'Inde, forment des gens qui sont extrêmement qualifiés. L'Inde produit autant d'ingénieurs à chaque année qu'il y en a au total au Québec. On le voit déjà avec des sociétés comme le Brésil. Qui est le principal concurrent de Bombardier sur les avions? C'est le Brésil. Et bientôt, pour les voitures, ça sera peut-être l'Inde ou la Chine. Et donc, ces pays-là vont non seulement nous concurrencer dans le textile ou des domaines des industries qui sont des industries anciennes, vieillottes, etc., mais de plus en plus dans des domaines de pointe. Et la créativité aussi, qui est notre force, en particulier au Québec, au Canada. Et c'est pas sorcier. Les jeunes, souvent, sont les plus dynamiques, sont ceux qui ont les nouvelles idées, etc. Et donc, des sociétés plus jeunes, il y a de fortes chances qu'elles soient plus créatives que des sociétés plus vieilles. Et donc, là encore, le Québec, à cause de notre culture distincte et de la décroissance démographique, on va être confronté à une concurrence et on n'est pas prêt du tout à ça. On n'est absolument pas prêt à ça. Ça prend, dans le fond, une sorte de, j'aime pas ce mot-là parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, mais une sorte de révolution culturelle, dans le fond, où vraiment on va changer notre façon de penser. On peut décider qu'on fait rien, mais prouvez-nous que si on fait rien, dans 20 ans, on va être une société viable. Moi, je pense que non. C'est comme si tu es dans un bateau, puis il y a un petit trou qui commence, il y a une petite goutte d'eau, là. Puis quelqu'un dit, ben, touche pas à ce petit trou-là, là, parce que le bateau, il est fait de même, puis je l'aime de même, le bateau. Ben, tu peux, là, mais c'est peut-être mieux de modifier le bateau puis de mettre un bouchon dans le trou, même si le bouchon n'est peut-être pas du même sorte de fibre de verre ou de bois que le bateau. Alors moi, je dis, c'est une mesure de précaution, de prudence élémentaire, de regarder ce qu'on peut changer dans notre société pour la préserver plus longtemps. Si les gens refusent ce débat-là, ben, on verra ce qui arrivera dans l'avenir. En 10 pages, ils viennent de régler tous les problèmes au Québec. Ça, c'est du mépris. C'est pas dramatique comme certains veulent nous le laisser voir. Les gens ont compris ça, que le Québec, lui, il a besoin d'être solidaire s'il veut survivre. D'autres parlent aujourd'hui d'un autre Québec, d'une autre vision du monde. 16 personnalités de gauche cette semaine ont répliqué avec leur propre manifeste pour un Québec solidaire. Un sondage CROP révèle qu'une majorité de Québécois, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, se définissent davantage comme solidaires plutôt que lucides. Ils sont effrayants. Écoutez, ils ont dit, les huissiers vont frapper à nos portes.
on est assis sur une bombe atomique. Ils ont dit aussi le Québec est à feu et à sang. Et ils ont dit également on est sur le bord du précipice. Pour essayer, comment dire, de vous brainwasher, de vous aliéner. Pourquoi? Pour vous résigner, pour vous culpabiliser, pour que même les chômeurs ou les assistés sociaux disent « Bon, ben, il n'y a rien d'autre à faire, c'est vrai, on n'a pas d'argent, puis on a peut-être à exagérer, etc. » Alors que d'un autre côté, on n'a jamais connu autant de croissance économique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Québec et au Canada. On vit dans une période d'opulence économique. Mais est où tout cet argent-là? Les municipalités crèvent de faim, nos services publics, que ce soit la santé, l'éducation, les autoroutes, sont sous-financés. Le gouvernement du Québec n'a pas une crise de scène, mais elle va où, cette maudite argent-là? Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils vont vous dire, par exemple, ceux qui gagnent 100 000 $ au Québec, il y en a peut-être juste 7-8 %, mais ils payent 40 % de tous les impôts. Bon. Mais ça, il faut répondre. Il faut leur dire, écoute bien, là, les oreilles, c'est un impôt sur le revenu. C'est pas un impôt sur le nombre. Donne-moi pas le nombre de riches qu'il y a au Québec. Donne-moi la richesse qu'ils contrôlent. Les 20 % des plus riches détiennent 94 % de tous les capitaux au Canada. Donc, on va avoir de moins en moins de riches, mais ceux qui sont riches le sont en titi. Alors qu'au même moment, les salaires des travailleurs, en pourcentage du PIB, n'ont jamais été aussi bas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait en arriver, selon moi, une meilleure répartition de la richesse pour le mieux-être de tout le monde et pour les générations futures. C'est quoi qu'il y a dans les Lucides? Hein? Quand on décortique ça, ces gens-là, intellectuellement, pètent plus haut que le trou. Belle affaire! D'un côté, vous baissez les impôts des entreprises, qui font des profits records en passant, puis vous voulez rembourser la dette. Mais là, vous allez faire quoi? Bien, ce qu'ils suggèrent, c'est bien simple. Hein? C'est augmenter les tarifs d'électricité. Ça, c'est une taxe indirecte. Dégeler les frais de scolarité, augmenter le taux de TVQ, etc. Voilà. Ils suggèrent de défiscaliser les plus gros, les plus nantis dans la société et de taxer encore plus le monde ordinaire. C'est-à-dire qu'on vivrait dans un genre de société où on vivrait sous le joug ou la dictature des entreprises. Si on ne leur donne pas leurs bonbons, ils vont s'en aller ailleurs, etc. Vous voyez bien que ça n'a aucun maudit bon sens. Moi, je dis oui à la mondialisation, mais pas une mondialisation où on met à genoux tous les travailleurs de la planète, toutes les provinces, tous les États de la planète pour le plus petit commun dénominateur. C'est ça le type de mondialisation auquel on est convié, c'est-à-dire que si on n'accorde pas des faveurs fiscales aux entreprises, ils vont s'en aller ailleurs. Ah ben, mon Dieu! C'est une loi naturelle, ça, on ne peut pas rien faire. Mais c'est une drôle de démocratie. C'est comme si ces maudites grosses entreprises-là comprenaient pas qu'il y avait une morale à respecter. Et là, ils nous menacent de transférer des emplois vers le Mexique parce que là-bas, on paye les gens 5 piastres de l'heure. Où est-ce que je vais payer le moins d'impôts sur la planète? Puis je transfère mes centres de profit vers ces endroits-là. Donc, au fond, là, une compagnie, ça n'a pas de cœur. Les entreprises vont s'en aller. Elles vont partir. Oui, mais elles s'en vont déjà. On ne fait rien et elles s'en vont déjà. General Motors est parti, Alcan est parti, Domtar est en train de partir, et on ne fait rien. Et ils s'en vont en laissant des dizaines de milliers de chômeurs, et ils s'en vont avec des subventions bombardiers pour s'installer à Querétaro au Mexique, la zone C, là où c'est les plus bas salaires, là où on exploite la main-d'œuvre mexicaine pratiquement comme au Moyen-Âge, et on ne dit rien. Je veux dire, il y en a assez de cette métaphysique patronale et de cette métaphysique du mal qui ne vient que des syndicats et des ouvriers. Enfin, il y en a assez. On nous fait croire donc que l'État n'a pas d'argent à aller chercher. Il n'a pas d'argent. Et en plus, il a une dette. Alors ce qu'on nous dit, c'est on gère en bon père de famille, il faut gérer en bon père de famille, il faut rembourser la dette. Alors ça, c'est le langage que comprend très bien monsieur et madame tout le monde. C'est de la démagogie totale. La dette en soi n'est pas un problème. D'abord, il faut savoir que pour ce qui est du Québec et du Canada, nous avons une dette qui est libellée en plusieurs monnaies, ce qui fait que nous sommes à l'abri des fluctuations de taux de change et monétaire.
Et puis 80% de cette dette est une dette entre nous et nous autres, notamment en placement, en obligations, etc. Et l'État québécois prélève chaque année sur les intérêts de ses placements et de ses obligations 50%. Donc, où est la perte là-dedans? 80% de cette dette, on récupère dessus. Et ensuite, nous avons le taux d'endettement par rapport au PNB parmi les plus bas des pays industrialisés. Le manifeste des Lucides nous dit, bon, nous sommes une société qui vieillit, etc., et puis ça va nous coûter cher, et puis, etc. Il faut regarder les choses sérieusement. La question démographique est une question qui se pose à tous les pays développés, y compris l'Europe du Nord, y compris le Japon, la Corée du Sud, etc. Et il faut bien constater que les pays qui affrontent cette question avec un projet social, avec une plateforme social-démocrate, s'en sortent beaucoup mieux que les pays qui affrontent cette question avec l'idéologie du marché et de l'offre et la demande. Maintenant, on dit, oui, la Chine nous concurrence parce que la main-d'œuvre est très bon marché, est exploitée, mais est exploitée par qui? C'est ça qu'il faut voir. Qui exploite la main-d'œuvre chinoise? C'est les intermédiaires multinationales comme Walmart. Qui empoche la différence entre le prix coûtant de Chine et le prix que nous payons ici? C'est les mêmes intermédiaires multinationales. Alors, donc cette concurrence, soi-disant de la Chine et des pays asiatiques, c'est de l'affabulation pure. Ceux qui nous concurrencent, nos vrais concurrents, c'est Walmart, c'est Walt Disney, c'est Levi's, c'est Reebok, c'est Adidas, c'est Nike, c'est ça nos vrais concurrents. Le marché est une institution qui n'a ni cœur ni cerveau. Alors comment peut-on confier à une institution qui n'a ni cœur ni cerveau la destinée de peuples et de pays entiers? Enfin, ça n'a aucun sens. Le manifeste des solidaires est de plein pied inspiré par les démocraties sociales, je disais, du nord de l'Europe, où on peut ajouter le Japon, la Corée du Sud, etc. Et ce projet, c'est essentiellement un projet qui ne laisse pas le marché à lui-même. C'est le b.a.-ba. On va commencer par vous parler de cette crise financière qui affecte encore les marchés nord-américains. La journée qui a pris fin avec des pertes vraiment des deux côtés de la frontière. Nouveau plongeon pour les bourses nord-américaines et asiatiques. La bourse de Toronto qui a perdu plus de 8 %. Ça a carrément plongé. Et pourquoi cette fois? L'économie, c'est pas la priorité. L'économie, c'est un des éléments de l'équilibre. La société, c'est comme un tabouret. Si vous avez une patte qui est plus haute que l'autre, on est en déséquilibre. Alors, quand le politique est trop fort, ça amène à l'arrogance, ça amène à la dictature. Quand la société est trop forte, ça risque de mener à l'anarchie. Mais quand l'économie est trop forte, ça donne ce qu'on a actuellement, aujourd'hui, des écarts entre les pauvres et les riches, des exclus, et une société qu'on ne souhaite pas. Moi, je pense que le Québec, son avenir, il est dans la social-démocratie. Mais quand on parle de social-démocratie, quand on parle de démocratie, on parle de responsabilité citoyenne. Quand on parle de la société civile, la société, ça amène à la citoyenneté, au mieux vivre ensemble. Quand je veux vivre ensemble, je suis obligé de m'occuper de vous, des autres. Autrement, il n'y a pas de société. Il y a des choses que le privé ne peut pas faire. Est-ce qu'on est capable, par exemple, de rendre privé l'Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, le Mouvement Desjardins, la SGF, les entreprises d'État? C'est inaliénable. Ça fait vraiment des noyaux durs dans notre économie. Et le Québec a besoin de ça. On n'a pas d'entreprise privée qui serait capable d'être propriétaire de l'Hydro-Québec sans prendre le risque de se faire acheter rapidement. J'ai vécu ça comme président du Mouvement Desjardins. Combien de fois il y avait des ministres, on rebondissait dans mon bureau pour se dire, M. Bélan, telle entreprise va se vendre, il faut faire quelque chose. Alors, on convoquait le Québec Inc., la Caisse de dépôt, la Banque nationale, tout ce qu'il y avait de francophone, puis on disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouve un acheteur? Nous, on investit dans ça? Et on essayait de sauver dans le sens de maintenir le siège social et la propriété québécoise. Le laisser-faire, ça ne peut pas s'appliquer au Québec. On est obligé d'avoir un État qui est régulateur
Aujourd'hui, la pensée unique, elle nous amène en disant « Ah non, c'est pas nécessaire ». Mais regardez le nombre d'entreprises depuis les derniers mois qui maintenant passent à des mains étrangères, tellement que même le président de la Banque Royale, le président de Manulife, des gens comme ça, disent hey, il faudrait faire quelque chose. Alors, c'est un Québec qui cherche aujourd'hui, mais je sens qu'après avoir dit oui, on va entrer dans la pensée unique parce que ça va être un meilleur monde, on réalise aujourd'hui que le meilleur monde possible, c'est peut-être dans une plus grande solidarité, mais surtout dans les définitions du projet qu'on veut se donner. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut cette révolution tranquille qui disait des soins de santé pour tout le monde, l'éducation pour tout le monde? Est-ce qu'on souhaite un Québec où chacun a une place, puis c'est ça notre objectif, puis on travaille tous pour ça? Ou bien on dit c'est fini ça, il y aura toujours des pauvres. Vous savez, j'ai beaucoup aimé cette image. Il y avait un débat entre un démocrate et un républicain. Puis le démocrate disait, nous, notre parti, c'est un immense autobus où on fait monter tout le monde. On fait tout le monde, même les handicapés, puis les gens qui sont pauvres. Puis on avance. Des fois, ça avance moins vite, mais on avance. Et les républicains disaient, ben, nous, notre autobus, il va beaucoup plus vite. Parce que, justement, ceux qui ne veulent pas produire, puis ceux qui ne produisent pas, puis ceux qui ne nous aident pas à avancer, on les laisse sur le bord du chemin. Et il ajoutait, le républicain, et c'est pas grave. Parce que même une mère crocodile s'occupe de son enfant. Imaginez l'image. Il faut s'enlever de la tête qu'il pourrait exister des solutions simples et sans douleur. Si c'était le cas, on les aurait trouvées. Comment ça va se faire? Ça va être un PPP. Plus de place au privé. Plus de taxes à la consommation et moins d'impôts. À rembourser la dette. Relèvement des tarifs d'électricité, dégel des droits de scolarité. Ah non! Ça n'a pas de bon sens! C'est une vache sacrée. C'est illogique. Est-ce que c'est intouchable? Il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des réformes fondamentales à faire. Le défi pour les lucides, c'est maintenant de prendre le temps pour faire passer leur message, puisque la résistance des Québécois est plus forte que prévu. Il y a un bon nombre de pays, parmi les pays industrialisés, qui ont pris la stratégie suivante. Plutôt que de se dire, ben là, on va taxer les entreprises, c'est des crises, c'est des riches, donc, puis là, on part la lutte des classes avec la fiscalité, puis on surtaxe l'entreprise. Ces gens-là se sont dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut agir, parce que quand tu taxes l'entreprise, tu taxes l'investissement. Puis si tu taxes l'investissement, c'est comme si tu donnais le message aux gens d'entreprise, bien là, de l'investissement, j'en ai trop, j'en veux pas. Puis pour te montrer que j'en veux pas, si tu investis, je vais te punir, je vais te taxer encore plus. Il faut, je pense, d'un côté, leur dire aux entreprises, on va abaisser votre fardeau fiscal. D'un côté, bon, réduire la taxe sur le capital dont tout le monde parle, réduire le fardeau de l'impôt corporatif, etc. Et en contrepartie, évidemment, on passe la gratte dans les subventions inutiles. On ne peut plus taxer. Notre dette est énorme. Donc, il va falloir faire quoi? Bien, il faut recourir au système privé, comme les autres pays dans le reste du monde l'ont fait. Et donc, c'est de mettre en concurrence, en gros, le secteur public avec le secteur privé. C'est ça l'introduction du privé. Les entreprises privées, à chaque matin, ils se lèvent et se demandent s'ils sont encore présents à la fin de la journée, parce qu'ils ont des concurrents. Et pour être présents, ils vont réduire leurs coûts, ils vont innover, ils vont trouver des créneaux, ils vont se creuser la tête. Et ils le font, en fait. Et ceux qui le font correctement survivent. Mais il faut que ce soit dans le même sens, dans le secteur public en partie, donc il faut les stimuler. Et de toute façon, on n'a pas le choix. L'universalité des programmes sociaux est un dogme. Alors, bon, le gel des droits de scolarité, si tu oses proposer de toucher à ça, là, c'est épouvantable, tout le système universitaire va s'effondrer. Alors que quand on regarde ailleurs dans le monde, les systèmes de santé où le privé est présent, ça existe même dans les sociétés les plus social-démocrates. Les droits de scolarité aussi plus élevés, ça existe partout, en France, etc. Et ça marche relativement bien. Donc, pourquoi est-ce que nous, au Québec, on ne peut pas toucher à ça? L'Alberta, par exemple, nous, on a l'impression que les Albertains, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de taxes de vente, ils n'ont presque plus d'impôts sur le revenu, et puis ils ont du pétrole, puis ils démolissent l'environnement avec leur pétrole, puis ils se promènent avec leurs gros chars, puis les chapeaux de cowboy. Mais l'Alberta ne fait pas juste ça. L'Alberta investit massivement dans ses hôpitaux, investit massivement dans ses institutions d'éducation, sont en train de drainer les profs d'université de l'ensemble du Canada et des États-Unis parce qu'ils investissent dans des choses à long terme, dans lesquelles nous, on n'est pas capable d'investir, pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on n'a pas d'argent. Alors nous, on disait, 1, il faut exporter. 2, il faut augmenter les tarifs d'électricité que les Québécois paient. On donne des tarifs d'électricité bas à tout le monde. Ceux qui ont peu les moyens,
mais aussi aux gens qui non seulement ont les moyens de payer beaucoup plus cher, mais qui en plus, parce qu'ils ont des piscines, des grosses maisons, un chalet dans le nord, etc., dépensent bien plus d'électricité que les plus pauvres. Et ces gens-là, on leur donne l'électricité au même prix que les gens pauvres. Ça n'a pas de sens. Même raisonnement pour les droits de scolarité. Mais c'est sûr qu'il y a la résistance. J'ai appelé ça le syndrome de Petula Clark, chanteuse anglaise d'autrefois qui chantait « Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». On est tous comme ça. Hein? On aimerait bien avoir les programmes gouvernementaux les plus généreux possibles, puis payer le moins d'impôts possible, puis payer... Alors, donc il faut, là encore, amener les gens à être conscients qu'on est à la croisée des chemins et qu'on ne peut pas rester dans le milieu. Il faut vouloir aller de ce bord-là ou de ce bord-là ou dans le milieu. Il va falloir choisir une route quelque part et il faut vouloir se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de la route. Le statu quo, c'est de dire essentiellement, on est super bien au Québec. On a des vacances, on a des soins de santé gratuits lorsqu'on y a accès, les universités ne coûtent pas cher, donc on ne bouge pas. Alors que le reste du monde bouge. Mais c'est ça qui est le problème. Donc on ne peut pas rester immobile. Et dans l'autre dimension aussi, c'est lorsque quelqu'un ose remettre en cause certaines de ces institutions, alors là, on les traite d'à peu près tous les noms. On est anti-québécois, on est contre le modèle québécois. Alors qu'on dit tout simplement, non, nous, ce qui nous importe, c'est de garder le Québec et le faire prospérer, essentiellement, et grossir, si vous voulez, la tarte pour pouvoir la redistribuer. Ce que les solidaires ne comprennent pas tout à fait encore. Nous, on constate une chose, c'est qu'au Québec, on a un taux de syndicalisation le plus élevé en Amérique du Nord, pratiquement 2 fois celui de l'Ontario. Donc, ça doit être un facteur quand même qui joue un rôle. Cette question de faire comprendre qu'ils ont un coût à la société, là, qu'ils imposent à d'autres, là, et qui, à ce moment-ci, vient ralentir l'ensemble du système économique avec des réglementations, des rigidités sur le code du travail. Et en somme, il va falloir qu'ils comprennent que c'est des gens privilégiés. Il faut accepter des gens qui, parfois, critiquent le monde syndical pour les politiques qu'ils adoptent, en disant, bien là, vos politiques, ça va contre le bien commun. Alors là, évidemment, quand on dit ça, là, ces gens-là déchirent leur chemise à la place publique, disent c'est une espèce de valet du capitalisme néolibéral, il est anti-syndical, ça a-tu du bon sens? Alors que, attention, ces gens-là, souvent, défendent la position des salariés les plus riches du Québec. Les syndicats et leurs leaders sont eux aussi à une croisée des chemins. J'imagine qu'ils ont amorcé leur réflexion. La FTQ, c'est 550 000 membres. C'est dans tous les secteurs d'activité au Québec. 2 tiers dans le secteur privé, 1 tiers dans le secteur public. Quand on joint les femmes, les enfants, les cousins, les cousines, puis bon, le couple d'amis qu'on a, là, ça commence à être un réseau assez important, imposant. Il n'y a pas une activité économique ou sociale qui nous échappe à l'FTQ. On a du monde partout, puis dans toutes les régions du Québec. La CSN, c'est une véritable confédération qui compte 300 000 membres au Québec. C'est fait de tous les secteurs d'activité. On a à peu près la moitié de notre membership dans le secteur privé et l'autre moitié dans le secteur public. Le Conseil du patronat, c'est une confédération d'associations patronales. On va retrouver l'Association des banquiers canadiens, des assureurs, on va retrouver le textile, la pétrochimie, les forêts, les mines, le commerce de détail, un peu pour être la contrepartie des confédérations syndicales. Alors, on évalue que les entreprises chez nous recoupent environ 70 % de la main-d'œuvre du Québec. Le petit clic sont en train d'organiser leur affaire. On ne peut pas discuter ça derrière des portes closes. On a besoin de parler d'amélioration des conditions de travail. Il faudra être nombreux, constants, solidarité.
Dans une société, on doit investir dans la démocratie et les syndicats sont un pilier indispensable de toute démocratie. C'est une force organisée au sein de la société civile. Ça permet à du monde qui sont la majorité de la population. Là, quand on parle des travailleuses, des travailleurs, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent de tout horizon, de se donner une voix dans le milieu de travail pour atteindre des conditions décentes, mais aussi pour faire reconnaître leur dignité, aussi pour défendre leur intégrité physique et aussi pour travailler à ce que le travail soit moins aliénant. Et de ce côté-là, autant qu'en 1921, on a absolument besoin de syndicats. Je pense qu'on a besoin de syndicats aussi sur un autre front. Les besoins de la population en général, des travailleuses, des travailleurs, dépassent les réalités du milieu du travail. On a besoin de pouvoir compter sur des services d'éducation, on a besoin de pouvoir compter sur des services de santé, on a besoin de développement des régions, on a besoin de culture dans une société. Ça permet à ces gens-là d'avoir une voix et de se faire entendre auprès des pouvoirs publics et au besoin de monter des mobilisations pour obtenir un certain nombre de changements importants au Québec. C'est évident que la CSN ne prône pas le tout au marché. Je pense pas qu'on puisse permettre aux entreprises de faire tout et n'importe quoi du seul fait qu'ils sont les détenteurs de capital. C'est complètement aberrant de faire des choses de cet ordre-là. Non seulement c'est pas juste et c'est pas légitime, mais j'ajoute que c'est même dangereux pour la société. Derrière la philosophie néolibérale, là, il y a une obsession, c'est le moins d'État possible. Moi, je pense qu'on a un modèle d'État qui fonctionne bien. Il y a peut-être des fois quelques petits alignements qu'il faut faire, mais encore une fois, l'État-providence, moi, je trouve c'est peut-être qu'on peut changer le terme d'État-providence. Ils l'ont rendu tellement péjoratif. Mais un État doit protéger les citoyens et les citoyennes. Tout ça. On regarde, puis souvent, là, on a qui viennent nous mettre sur la place publique en contradiction avec l'économie. Puis c'est ça qui retarde l'économie du Québec. C'est drôle, là, les petits pays comme la Norvège, la Finlande, la Suède, c'est encore une fois, les pays les plus syndicalisés au monde. C'est les pays où il y a la plus grande social-démocratie. Puis à l'heure actuelle, c'est des pays qui vont très performants sur le plan économique. Qu'on dise qu'au Québec, il y a des défis à surmonter, qu'il y a des choses qui sont préoccupantes, première ligne. Mais regardons-les comme il faut, puis sans se faire peur les uns les autres. Ils sortent des gros arguments. T'sais. M. Bouchard vient dire qu'on travaille moins au Québec. Garocha, par exemple, dans une gang de lâches. J'aimerais ça qu'il fasse le tour des shops de temps en temps. Qu'il travaille juste une semaine à Olimel, là. Je changerais peut-être d'idée. Ce qui les intéresse dans tout ça, c'est de créer l'espèce de psychose, du déclin, de l'endettement excessif. Le Québec, c'est le plus pauvre, c'est le moins productif, c'est le moins ci, c'est le moins ça. Pourquoi? C'est pour arriver puis couper dans d'autres choses. Tout le temps de même, ça se fait. Nous souhaitons, avec le plan d'action, mobiliser les Québécois autour d'un objectif de prospérité qui repose sur l'initiative individuelle et l'entreprise privée. La productivité augmentera, l'emploi augmentera, la taille de l'économie et les recettes fiscales augmenteront, permettant de réduire la dette. Le Conseil du patronat souhaite un environnement pour le Québec qui soit concurrentiel. C'est-à-dire qui permettent à nos entreprises d'avoir un fardeau fiscal, réglementaire, qui soit comparable aux pays, aux régions avec lesquelles on est en concurrence pour attirer les investissements puis pour attirer les entreprises. Et là, en fait, on a effectivement une certaine vision dans nos interventions qui rejoint la préoccupation des lucides, qui rejoint la préoccupation de beaucoup de groupes maintenant, à l'effet d'introduire un petit peu plus d'économie dans le secteur public. Donc, je vois une transformation du rôle de l'État. Je vois, pour moi, la nécessité, en tout cas, de rendre les gens un petit peu plus responsables de leurs actions.
Parce que l'intervention de l'État a déresponsabilisé les individus, puis les a rendus dépendants. Puis pas juste les individus, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont dépendantes de l'État. Notre réflexe, c'est de dire, bien, demandons au gouvernement de nous aider. Et on s'est donné un gouvernement du Québec chromé, là, je veux dire, on a un gros gouvernement du Québec par rapport à d'autres gouvernements provinciaux. On a les villes, on a le gouvernement du Canada. Donc, on est très gouverné. Alors, ça explique qu'on a un fardeau fiscal là, très élevé. Le Québécois doit payer pour ces infrastructures-là. Je pense que l'appétit pour le changement des Québécois n'est pas épuisé. Je pense qu'il y a une conscience qui est de plus en plus grande, qu'il y a des réformes à faire. Et je pense que les bébés boomers qui prennent leur retraite s'en aperçoivent. Alors, globalement, là, c'est pas une mauvaise chose, la délocalisation. Il s'agit d'une très grosse transaction. Un marché du travail où n'importe qui peut avoir sa chance. La force du dollar canadien, le prix élevé de l'énergie, la mondialisation. La seule façon pour des gens de s'enrichir, c'est en faisant du commerce. C'est comme ça. Développement économique. La situation du Québec, là, au chapitre de l'emploi, maintenant, là, elle m'inquiète. On connaît une crise importante dans le secteur industriel et c'est pas rien, là, ce qui disparaît, c'est de bons emplois, des emplois localisés dans la région. Je reprends encore l'exemple du papier. Et ce qui se crée, c'est beaucoup de précarité, c'est beaucoup d'emplois dans les services, dans des endroits non syndiqués, non syndicables dans bien des cas, des emplois précaires avec de moins bonnes conditions. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et de ce côté-là, moi, je condamne le laisser-faire des gouvernements à l'égard des politiques de développement industriel, à l'égard des politiques de développement régional. Et moi, je vais vous dire, essayer de bâtir la concurrence uniquement sur les salaires, comme c'est le cas. On va se donner des exemples concrets. Là. En 2004, en dollars américains, le salaire moyen au Canada, c'était 18,35. C'était 2 piastres au Mexique, puis c'était 61 cents en Chine. Alors, c'est pas vrai qu'on va bâtir la concurrence là-dessus, là. Hein? Juste regarder ces données-là. Donc, ça prend autre chose. Ça prend une aide qui est donnée en faisant intégrer dans les grands traités de commerce les règles de l'Organisation internationale du travail, droit de se syndiquer, droit à un salaire décent, élimination du travail forcé, élimination du travail des enfants, etc. Les grands droits sociaux, et les grands droits environnementaux. Et de ce côté-là, il y a énormément de chemin à faire. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on nous disait la mondialisation va créer tellement de richesses. Puis nous autres, à ce moment-là, on n'était pas anti-mondialisation, mais on disait il faut trouver des façons pour que la répartition se fasse mieux. On revenait sur les questions environnementales, on revenait sur les questions de travail, on revenait sur les questions de droit. On voulait que le Bureau international du travail, puis même l'OMC, qui est l'organisme du commerce, qui a des dents, qui est capable de faire appliquer ces ententes-là, s'en occupe. Mais on nous dit non, il va y avoir tellement de richesses que le reste va venir tout seul. Et on le voit aujourd'hui, là, beaucoup plus de richesses, effectivement, après 18 ans de croissance, mais beaucoup plus de pauvres. Si, avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, si on a des secteurs qui sont en difficulté et qui risquent qu'on perde des grands pans de mur, là, ils peuvent appliquer des mesures de sauvegarde. Puis maintenir un quota ou maintenir des tarifs. Le gouvernement américain l'a fait. George Bush l'a fait. Ce que je cherche, c'est pas un socialiste, ça. Le gouvernement européen l'a fait. Ici, au Québec, on a 60 % des emplois du vêtement et du textile au Canada. Montréal est la métropole de la mode au Canada. 3e en Amérique du Nord après Los Angeles, New York. C'est quelque chose de... Et là, notre secteur est en train de voler en éclats. Souvent, c'est pas des... Il y a des emplois très bien payés là-dedans, mais il y a d'autres emplois dans la couture, par exemple, qui sont autour de 13,5 $, mais les femmes, c'est des immigrantes souvent de la première génération, ont un régime de retraite, ils ont des assurances, ils ont 1 mois de vacances par année. Ils sont en train de perdre ça. J'y vois des fermetures d'entreprises, là. Ils pleurent, ça n'a pas de bon sens. Ils savent où ils s'en vont. Hein. Ils s'en vont soit sur le bien-être social ou dans des emplois de commerce de détail ou de salaire minimum avec aucun bénéfice. Et là, on est en train de perdre ça. Puis nos gouvernements s'en occupent pas. Donc ça amène des ajustements. Donc tout le monde doit s'ajuster à ces changements-là. Donc on a des problèmes.
un secteur manufacturier où on nous annonce des fermetures, on a des problèmes dans l'industrie forestière. Dans le contexte de la mondialisation, il y a des entreprises québécoises qui ont été cédées à des intérêts étrangers. Il y a la relève à préparer pour former des entrepreneurs québécois. Puis on en a besoin parce qu'on pense qu'on est très bon en entrepreneurship, mais c'est pas tout à fait la vérité. On est surpassé par beaucoup d'autres provinces au niveau entrepreneurial. Donc, il faut faire attention à préserver, si on veut, notre classe dirigeante puis nos entreprises québécoises. Et moi, je pense qu'on s'en va vers un marché du travail qui va être de plus en plus fluide, où on va travailler peut-être en étudiant, mais on va peut-être travailler beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que notre vie active va se poursuivre, peut-être même pour certaines personnes, bien au-delà de 65 ans, si on a le goût, mais va être entrecoupée de va-et-vient sur le marché du travail, de temps partiel, de temps plein, de périodes où on retourne aux études, de périodes où on élève nos enfants. Le marché du travail ne sera plus le marché du travail qu'on avait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où, après les études, on était embauché dans une entreprise, puis on cherchait une entreprise qui nous permettait d'y rester très longtemps jusqu'à leur retraite. Aujourd'hui, ce monde-là est terminé parce qu'il y a une nécessité d'abord dans la même entreprise de changer d'emploi, de se former tout au long de la vie. Les entreprises évoluent aussi. Il y en a qui se créent, il y en a qui ferment. Donc, on change d'emploi. Puis, la répartition, je dirais, familiale des responsabilités a changé. L'homme et la femme, tous les deux, veulent travailler. Parfois, c'est l'homme qui veut rester à la maison pour garder les enfants, puis c'est la femme qui a besoin d'aller sur le marché du travail pour s'épanouir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de changements dans les valeurs des individus, dans la technologie, dans l'économie. Et à mon avis, il y a beaucoup de potentiel pour nous organiser un marché du travail qui va peut-être être plus performant pour même nos valeurs individuelles, pour se permettre de s'épanouir. Donc, moi, je vois ça comme un gros chantier, mais il faut impliquer la main-d'œuvre, il faut impliquer les entreprises, il faut impliquer le gouvernement, puis il faut commencer par mettre les bons incitatifs aux bons endroits. Je pense qu'on peut avoir un modèle qui est orienté vers les lois du marché, mais qui soit en même temps très humaniste. Et ça, c'est le défi de la société québécoise, d'être à la fois humaniste et à la fois économique. Alors, c'est pas vrai, là. Les Québécoises et les Québécois ne sont pas des imbéciles. Raisonner comme ça, c'est un désastre pour les régions, c'est un désastre pour le développement social, c'est un désastre pour le développement économique. Parce que, y compris pour le développement économique, on a besoin d'un État qui est interventionniste. Alors, laisser la bride sur le cou strictement à l'entreprise quand leurs décisions ont des conséquences sociales sur des milliers d'emplois, des milliers de personnes, des milliers de communautés pour qui, il y a 200 communautés au Québec, pour qui la forêt est le seul créneau de développement économique. Alors, c'est des sociétés mono-industrielles, donc on ne peut pas laisser à des compagnies complètement la bride sous le cou là-dessus. Là, on est en train de perdre des milliers d'emplois, là, puis des bons emplois, puis c'est remplacé par des emplois de misère. Là, il se passe pas 40 % qui ne paieront pas d'impôts tantôt si ça continue. Ça va être 50, 55, puis on s'en va, tu sais. Fait que c'est surtout ça. Puis ça, on a de la prise là-dessus, puis un gouvernement devrait avoir de la prise, puis un gouvernement doit s'occuper de son économie, puis du monde qui a fait tourner l'économie. Si on abandonne le dossier de l'emploi comme nos deux gouvernements l'ont fait à l'heure actuelle, on s'en va vers une économie de tiers-monde tranquillement. Pas demain matin, il ne faudra pas encore son monde, mais 20 ans, c'est peut-être long dans la vie d'une personne, mais c'est pas long dans la vie d'un peuple. Tous les observateurs de la scène économique disent qu'on est prêt au Québec pour une autre révolution, on est prêt pour un électrochoc. Là, on est à gauche depuis des décennies. Si tu veux tourner à droite, il faudra donner un coup de barre plus fort. Au Québec, on a le plus haut taux de syndicalisation en Amérique du Nord. Les conventions paresseuses. Non seulement on a le droit de se plaindre, mais on a le droit d'exiger des changements. Il y a une montée de la droite qui est importante, qui est inquiétante. On conteste le rôle sociopolitique des syndicats.
on utilise des images tout à fait surfaites. On tente de décrire les syndicats comme les vecteurs de l'immobilisme au Québec. Ben, c'est pas compliqué, là. Harris en Ontario, Ralph Klein en Alberta. Ça fait que là, vous en avez une couple qui sont mis à penser on voudrait avoir exactement la même chose que Ralph Klein ou Harris ou Bush a fait aux États-Unis. Fait que ces grandes modes-là viennent de là. Surtout aujourd'hui, vous êtes dans un environnement. Vous avez des entreprises québécoises qui sont rendues des multinationales ou qui sont rendues très, très présentes aux États-Unis, comme les États-Unis sont très, très présentes ici. Fait que c'est un peu plus enchevêtré, un peu plus mêlé que ça l'était auparavant. Fait que c'est des modes qui nous viennent de l'extérieur. C'est sûr que ça c'est venu bouleverser notre rapport de force. Quand on le regarde aujourd'hui en Amérique du Nord, après 18 ans de croissance économique ininterrompue, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire économique mondiale. Jamais vu, c'est jamais arrivé. 18 ans. Et que le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses ont reculé en Amérique du Nord, ça montre, effectivement, les syndicats, même s'il y a un discours à l'heure actuelle qui dit qu'on est trop fort, puis tout ça, puis que ça n'a pas de bon sens, puis on empêche les affaires de bouger, c'est pas vrai, c'est l'inverse qui est arrivé. Vous êtes ici au Québec, c'est l'endroit en Amérique du Nord qui est le plus syndicalisé. Mais allez aux États-Unis où le taux de syndicalisation est à 11 %, vous voyez que c'est fort différent du Québec. Et aux États-Unis, on l'a vu, là, c'était vraiment désastreux là, les 15 dernières années. Là. Le nombre de pauvres a augmenté, les conditions de travail ont diminué, la sécurité sociale, ça a été battu en brèche partout. On n'est pas en guerre ouverte, mais je pense que ça prendra encore plus de collaboration quand on regarde les défis immenses qu'on a à surmonter au Québec. Il y a des solutions, moi je suis convaincu, qui peuvent se trouver à travers un dialogue social, plus que à travers le lancement de boue sur la place publique de part et d'autre, puis en s'accusant. La situation syndicale au Québec est particulière. Au Québec, on a un secteur public qui est très syndiqué, puis on a un secteur privé qui n'est pas si syndiqué que ça. Je pense que c'est en train de changer. J'ose espérer que les gens réalisent que ça ne peut pas toujours être comme ça, qu'il y a encore là quelqu'un qui paye en bout de piste, puis c'est le citoyen. Mais pendant de nombreuses années, avec la montée de la syndicalisation dans le secteur public qui a teinté cette vision syndicale, on a, à mon avis, freiné la nécessaire réforme que l'on a à faire dans notre appareil d'État. Parce que là, si on a à changer la façon dont on livre nos services, si on a à changer, à introduire dans l'organisation du travail des notions de concurrence, bien là, c'est évident que de plein fouet, on touche à des éléments là, très, très, très importants là, pour les syndicats. On touche à des fibres très sensibles. Il est en train de se préparer là, un changement de garde avec d'autres valeurs, avec d'autres visions. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont plus autonomistes dans leur nature, sont plus indépendants pour une grande partie. L'économie compte beaucoup. Alors, la montée de la DQ avec sa vision autonomiste, ça plaît à beaucoup de gens. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment essayé de travailler dans cette veine-là. Dans les propositions de la DQ, étant donné que M. Taillon était votre prédécesseur, est-ce qu'il y a un certain confort pour vous? Je pense que quand on regarde les trois programmes, il y a des éléments intéressants dans les trois programmes, mais on n'en vise pas un plus qu'un autre. Merci beaucoup, Michel, John, Diane.
chers collègues, distingués invités. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est une salle qui me rappelle de bons souvenirs. Pendant les 8 années que j'étais au CPQ, on y était aux assemblées annuelles, donc c'est un plaisir pour moi de m'y retrouver ce matin. Alors, nous, quand on va prendre le pouvoir, si la population nous fait confiance, nous allons donc revoir les missions de l'État, les programmes de façon responsable, sans détruire ce qui est notre État québécois dont on a besoin. Nous allons abolir le Fonds des générations, oui, pour rembourser directement la dette. Nous voulons aussi favoriser beaucoup de concurrence dans le secteur public en introduisant une concurrence interne avec le privé, particulièrement dans le domaine de la santé, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à financer tous nos coûts en raison du vieillissement. Nous allons re-questionner profondément, au-delà des programmes gouvernementaux traditionnels, tous les organismes consultatifs qui sont en quantité innombrable. Finalement, nous allons établir une politique claire de tarification. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les tarifs ne soient pas gelés dans tous les secteurs de tarification, y incluant les droits de scolarité. Nous sommes un jeune parti. Nous sommes un parti qui ne recueille pas beaucoup de sous de la haute finance. Ça pourrait changer. On vous invite à nous aider maintenant. C'est ça qu'on pensait. C'est ça. Attendez, M. Legault, ça s'en vient. Vous allez avoir votre tour, là. Ça sera pas long. L'ADQ change à chaque élection de façon radicale et complète parce qu'il n'est pas ancré dans le tissu social québécois qui, lui, est beaucoup plus teinté de solidarité, qui croit en l'État et qui croit dans l'intervention de l'État. L'ADQ est un parti de droite. Ce sont aussi les tenants là, de cette fameuse théorie entre guillemets, de l'immobilisme. Il n'y a plus moyen de rien faire au Québec à cause de ces maudits environnementalistes et groupes communautaires. L'ADQ, il m'est très difficile de me fixer sur leurs orientations parce qu'elles sont changeantes et dépendent beaucoup des actualités et de l'humeur du moment. Mon sentiment, c'est que le Québec est très, très tiraillé et qu'on a besoin actuellement d'une voie de passage, d'une troisième voie, si on peut s'exprimer ainsi, par rapport aux vieux partis politiques, pour sortir le Québec, dans le fond, de cette torpeur là, qui l'assaille. C'est pas le parti de l'establishment financier, c'est pas le parti des establishments syndicaux. Donc, c'est un parti qui est près de la classe moyenne. L'ADQ, là, on pourrait définir son projet en une phrase. Autonomie des individus, autonomie des milieux locaux, puis autonomie du Québec dans un ensemble canadien et nord-américain. Laisser, dans le fond, émerger les forces vives. Cesser de penser là, qu'on va couver tout le monde puis qu'il y a quelqu'un qui va venir sauver là, la planète. Non, ça ne se fera pas comme ça. On croit beaucoup à la force de l'individu. Donc, je pense qu'en général, quand on fait confiance à l'individu, on est plus à la droite. Cependant, on n'est pas à l'extrême droite, c'est-à-dire on pense que l'État est nécessaire. Il y a nécessité d'un État qui s'occupe de ses missions fondamentales, de réguler, dans le fond, les activités des citoyens, mais il faut laisser place aux citoyens. C'est pour ça qu'on dit qu'on est de centre-droit. Un des éléments du programme, ça va être de faire le ménage dans l'État. C'est pas de rebrasser les cartes inutilement, mais de déterminer ce qui est essentiel dans les fonctions de l'État, puis ce qui est accessoire. Puis sortir des champs qui ne sont pas des champs normalement dévolus aux responsabilités d'un gouvernement. Si on n'avance pas, c'est clair, on recule parce que les autres avancent. Les autres pays, les autres provinces avancent. Nous, si on ne suit pas le rythme, on est cuit. Et ce qui va arriver, la conséquence est simple, c'est notre niveau de vie qui va baisser. Je pense que l'ADQ est perçu comme un parti, certainement le parti du changement. Il y en a plusieurs qui se demandent aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu le Québec. Où est passée la ferveur de la Révolution tranquille?
on cherche les discours, on cherche les leaders rassembleurs. Et ce que Québec solidaire essaie de dire, c'est que de façon générale, ils ne sont pas derrière à l'Assemblée nationale. Ils sont et elles sont ici, les deux pieds dans la neige, mais bientôt à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Québec solidaire. Alors, ce qu'on commence par faire à Québec solidaire, c'est de nous réapproprier ce mot extraordinaire et magnifique qui s'appelle la lucidité. Soyons lucides, votons solidaire. Soyons lucides, votons solidaire. Soyons lucides, votons solidaire. Bien, il y a là-dedans l'expression d'une des valeurs de la société québécoise qui est la solidarité. Il ne faut pas non plus faire de l'angélisme et penser qu'on peut développer des programmes sociaux sans limite et taxer les gens non plus de façon illimitée, ce qui est malheureusement le tort de certains groupes de gauche. Québec solidaire, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui sont là, ils vont souvent par générosité, qui ont ce goût de partage, d'engagement vers plus d'égalité, vers plus de liberté, vers plus de solidarité. J'ai beaucoup de respect, mais en même temps, je trouve que c'est manque de sens politique minimal que de s'engager dans cette voie qui, pour moi, est un cul-de-sac. Il ne faut pas juste se faire plaisir à nous, entre militants. Il faut aller à la rencontre de la population, être à l'écoute des besoins des gens et il faut faire donc preuve de réalisme. Il faut se donner les moyens de nos rêves. Parti solidaire, mais actuellement, je n'ai pas vu beaucoup de propositions intéressantes, sauf des propositions qu'on a entendues en provenance de tous les partis de gauche au monde. L'économie collectiviste qu'ils proposent n'a pas fait ses preuves. C'est beau en théorie, ça n'a pas marché en pratique. On l'a vu dans plusieurs pays d'Europe. On a vu le Bloc socialiste s'effondrer. Donc, économie collectiviste, pas souhaitable, pas pratique, pas rentable. Depuis le début des années 2000, la droite est plus articulée. Institut économique de Montréal, l'ADQ, ne l'oublions pas. Il y a encore du monde qui pense voter libéral. Vous mettez l'ADQ et le Parti libéral ensemble, c'est la majorité de la population. La région de Québec, où il y a le plus de votes adéquistes et le plus de votes conservateurs à Ottawa. Ça pose des questions, bien entendu. Le manifeste pour un Québec lucide, qui a fait un bout de chemin, c'est clair, et des chroniqueurs comme Joseph Facal qu'on voit partout. Quand on nous martèle semaine après semaine, pendant des années, par exemple, qu'il faut payer la dette, que la dette québécoise est un problème majeur. Et là, tout le monde a l'air de le dire, sauf les syndicats, les groupes communautaires, puis un parti de gauche comme nous autres. Eh bien, il y a bien des gens qui vont se dire, coudonc, est-ce que ça se pourrait que ça soit vrai? Il y a plein d'initiatives au Québec qui donnent de l'espoir. Puis à côté de ça, il y a cette espèce de rouleau compresseur néolibéral et au fond, je sens que le Québec, les gens au Québec cherchent dans tout ça leur équilibre personnel et social. J'ai l'impression qu'une des solutions, là, puis c'est probablement pas la seule, c'est de redonner de l'espoir aux gens, non seulement par un projet économique, mais par un projet social. L'immobilisme, ce n'est pas de refuser de vendre Lawford, ce n'est pas de refuser le Suroît. L'immobilisme, c'est de vouloir revenir au capitalisme sauvage du 19e siècle. Peux-tu parler au monde? On devrait pouvoir, hein? Oui, c'est sûr, pas mal. Je peux-tu d'abord vous dire bonjour? Je ne suis pas venu ici faire un long discours. Je suis simplement venu vous apporter mon appui. Aujourd'hui, j'ai les yeux sur Goodyear et ce qui se passe chez vous. Mais je sais aussi que dans le secteur manufacturier, de façon plus globale, il est là aussi le problème. Et c'est vrai que la compétition qui nous vient d'ailleurs, elle nous rentre dans le corps.
Je viens, moi, vous dire dans un contexte comme celui-là, que j'ai pas peur d'appuyer la proposition qui est faite par Henri Massé, qui est celle de toute la FTQ, qu'on tienne au Québec un sommet sur l'avenir de l'industrie manufacturière. Qu'est-ce qui rend les élus frileux de s'avancer pour ça? Il y a de l'idéologie. Il y a des gens qui pensent que les gouvernements ne doivent pas intervenir. On a un ministre des Finances à Québec qui a un jour dit de son siège à l'Assemblée nationale, quand une usine ferme, c'est pas grave, il y en a une autre qui ouvre à côté. Moi, c'est pas ça que je pense. M. Boisclair, on vit présentement un peu les contre-coups du libre-échange. Parce qu'on voit, là, tout le monde s'en va en Asie, et ainsi de suite. C'est quoi votre position là-dessus? J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on puisse se réveiller au Québec. Tout le monde s'en va. Là. Moi, je suis libre-échangiste, mais je suis aussi humaniste. Vous engagez-vous à changer les lois là-dedans? Ça n'a pas de bon sens. Comment c'est facile de fermer des usines au Québec? C'est une question qui est une vraie question. Il n'y a pas en ce moment dans notre plateforme électorale, je vais être bien honnête avec vous, de propositions sur ces questions. Bien, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis, elle n'est pas perdue, votre bataille. Elle n'est pas perdue. Bonne chance. Bonne chance, puis souhaitons-nous bonne chance. Puis encore une fois, merci M. Boisclair d'être là. Et on vous souhaite bonne chance dans votre campagne. Le Parti québécois, c'est un parti qui est figé dans le modèle actuel de fonctionnement, qui n'ose pas remettre en question des a priori importants, des fonctions importantes de l'État, parce que le Parti québécois recrute sa clientèle électorale principalement dans les grands syndicats. Donc, c'est difficile de remettre en cause l'organisation de la structure puis de la bureaucratie parce qu'ils en font un peu partie. Je dirais qu'ils sont beaucoup plus soucieux de rendement économique, de création de la richesse, un peu à n'importe quel prix. Bien, le Parti québécois, lui, historiquement, c'est un parti qui s'est toujours défini comme étant interventionniste. C'est l'État qui est lui-même le moteur du développement économique. C'est l'État qui intervient directement au niveau des entreprises pour, soi-disant, créer de l'emploi. On sait que ça ne fonctionne pas bien. Le Parti québécois a toujours été associé à deux caractéristiques. Le Parti du monde ordinaire, le Parti des travailleurs. Et bon, on nous a assez reproché d'être près des syndicats, mais il y a la moitié de la population qui est syndiquée au Québec, donc près des travailleurs. Et également le Parti de la défense des intérêts du Québec. Il y a un préjugé très favorable à l'expérience collective québécoise. D'autant plus, il ne faut pas l'oublier, que nous sommes un peuple qui est dominé, qui n'est pas libre, qui n'a pas encore sa maturité politique. Alors qu'on ait cette solidarité me semble tout à fait normal et souhaitable. Cependant, si l'on est foncièrement sociodémocrate, si on croit réellement au rôle de l'État et du partage et de la solidarité, il faut être capable de répondre au cours des prochaines années aux grands défis économiques et sociaux. Et dans les grands défis économiques, il y a les finances publiques de l'État. Il y a l'investissement dans les secteurs prioritaires comme l'éducation. Il y a une taxation qui permette de vraiment atteindre des objectifs économiques, de progrès économique. Plus on aura une économie prospère, plus on pourra approfondir cette social-démocratie, avoir des mesures qui répondent vraiment aux besoins des gens. C'est ça les grands défis dont les lucides se sont fait les porteurs. Et en ce sens-là, il faut saluer d'un bon coup de chapeau ce qu'ils ont fait, tout en reconnaissant que beaucoup de ce qu'ils disent est alarmiste, beaucoup de ce qu'ils disent aurait pu être dit de façon beaucoup plus positive qu'ils l'ont fait, mais globalement intéressant. Mais entre un parti qui propose encore une intervention de l'État à tout crin, comme le Parti québécois, et l'autre parti qui dit non, l'État n'intervient pas. Nous, au Parti libéral du Québec, on intervient quand c'est structurant,
quand c'est innovant, on va appuyer les entreprises gagnantes. Et les grandes entreprises gagnantes, oui, on va les appuyer. On l'a fait dans Alcan, le Massif de la Tisserie à Saint-François, Bombardier Produits Récréatifs, les pharmaceutiques, l'aéronautique à Montréal. Dans ces cas-là, étant donné la concurrence internationale, et on va rentrer dans notre argent la plupart du temps, ils sont innovantes, ils sont là à long terme, et ensuite, ils sont exportatrices. Voilà les clés de l'intervention quand on intervient avec vos taxes. Ils ont annoncé un très bon programme. Ils n'ont pas livré la marchandise. Ils n'ont pas respecté leurs engagements à l'égard de l'impôt. Ils ont investi beaucoup d'argent en santé, mais ils n'ont pas été capables de faire la réforme à l'intérieur du système pour le rendre performant. Les temps d'attente s'allongent. Donc, côté du Parti libéral, c'est un parti qui fait un pas en avant, puis 2 pas en arrière. Donc, difficulté de livrer la marchandise. Difficile donc de faire confiance à un parti comme celui-là. Moi, ce que je trouve aussi qui s'exprime de plus en plus à droite au Québec, c'est cette idée que, dans le fond, le citoyen ferait bien mieux de ne pas trop s'occuper de ses affaires parce qu'il nous emmerde, le citoyen, de vouloir être consulté tout le temps. Ils aimeraient mieux un État plus dirigiste. Alors ça, c'est une droite qu'on n'entendait plus au Québec après Duplessis. Parce que Duplessis, c'était ça. Et on recommence à l'entendre. Ce qui le caractérise, c'est d'être opportuniste en politique, droite, centre-droit, selon les besoins pour être au pouvoir. C'est un parti de pouvoir. Ces gens-là ne jouent que défensif, ne jouent jamais à l'attaque, ne visent jamais à agrandir le domaine de l'autonomie du Québec. Et je trouve que le Parti libéral moderne, celui des 20 dernières années, est en recul très net par rapport à ce qu'était le Parti libéral de Jean Lesage, un parti libéral qui avait confiance aux Québécois et qui a contribué puissamment à construire le Québec moderne. Être un libéral, c'est quelqu'un d'abord qui croit au Canada, qui croit à l'avenir du Québec dans le Canada et qui veut tourner le dos à la rupture comme solution possible pour le Québec. C'est quelqu'un qui croit dans le développement économique. Et ce développement économique, elle est basée bien sûr sur l'encouragement de l'investissement privé, sur une approche fiscale qui encourage les entrepreneurs à créer de l'emploi, qui encourage les gens à travailler, qui crée un terreau où on peut accueillir les nouveaux arrivants pour qu'ils participent à l'essor économique du Québec et qui s'appuie pas seulement, mais beaucoup sur les grands atouts qu'on a, qui sont des atouts universels. Dans le monde du 21e siècle, c'est des atouts que tous vont nous envier, l'eau, l'hydroélectricité. Et ce qu'on doit faire au Québec, c'est s'assurer de bien choisir nos créneaux de développement où on peut vraiment, en anglais, bien performer ou avoir une meilleure performance et entrer en compétition. Par exemple, tout le domaine de la haute technologie, de l'industrie du savoir, les technologies de l'information. Également le biopharmaceutique, qui est un aspect très important de la croissance économique du Québec. La question que je pose souvent, c'est regardez comment le Québec, où était le Québec en 2003, regardez où il est maintenant. Si vous prenez la question de la place de l'État ou de l'importance de l'État dans l'économie du Québec, les chiffres montrent très clairement, les données montrent très clairement que la place du gouvernement dans l'économie du Québec, ce qui est une bonne chose, a diminué au fil des années et qu'elle est à un bas historique actuellement. Et ça, c'est clairement dû aux actions que notre gouvernement a entreprises, avec une réduction délibérée, mais progressive, par attrition dans le respect des gens, de la taille de la fonction publique, de façon à ce que le gros de l'activité de création de richesse, de l'activité économique, se situe où il doit être, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise privée, autant des grandes entreprises que des petites entreprises dans les régions, par exemple. Si c'est l'État qui est responsable de tout, qui doit tout gérer, tout financer et répondre à tous les besoins, non, on ne peut pas continuer avec ce modèle-là. De toute façon, c'est un modèle qui n'existe plus vraiment. Donc, moins de place pour l'État dans l'économie, plus de place à l'initiative. On voit une montagne qui s'en vient. Tant qu'on ne sera pas arrivé à la montagne, ça va bien aller. Nous vivons dans ce que j'appellerais une culture de la gratuité. Les Québécois ne paient pas suffisamment pour les services qu'ils utilisent. Un rapport commandé par le gouvernement Charest suggère donc de hausser les tarifs. Ce rapport d'un comité présidé par Claude Montmarquette propose en quelque sorte le concept d'utilisateur-payeur. Lorsque ça touche au portefeuille des gens, ça va induire des comportements différents chez vous. Hausser les tarifs d'électricité, le coût des places en garderie à 7 $, les droits de scolarité, le coût des permis de conduire et d'immatriculation, étudier la possibilité d'un péage sur les ponts à l'entrée de Montréal et de généraliser la présence des compteurs d'eau
d'ici 10 ans. Un changement de culture profond s'impose. Nous pouvons même parler de révolution culturelle. Voilà pourquoi la politique de financement des services publics prévoit la mise à niveau et l'indexation de tous les tarifs gouvernementaux à l'exception de ceux des services de garde. Donc, ça a été un peu une victoire, ça, des gens du Québec lucide. C'est quelque chose qui se fait avec pédagogie. Et je pense que le gouvernement Charest a essayé au début d'apporter des changements, mais sans pédagogie aucune, avec beaucoup de maladresse. Et par conséquent, ça a entraîné une grande résistance et à cause de ça, à mon avis, ils ont reculé. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de l'explication puis de la pédagogie à faire. Il faut respecter le fait qu'on leur a mal expliqué. Si on ne fait pas attention, la création de richesse, ça ne viendra pas tout seul. C'est jamais venu tout seul. Créer des entreprises qui veulent avoir le choix de l'endroit où ils vont investir. C'est eux autres qui développent l'économie, c'est eux autres qui investissent, c'est eux autres qui créent l'emploi. Et pourquoi on en manque? Parce qu'on a moins d'entreprises, puis qu'on a moins d'entreprises parce qu'ils sont trop taxés, parce qu'ils n'ont pas trop de liberté. Donc, moins d'emplois, plus de chômage. Et donc, c'est un cercle, en fait, qui crée éventuellement de la précarité. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Si on te donne tout sans que tu bouges, on va aller joindre la ligne. Hein? C'est pas compliqué. La catastrophe, ça pourrait être qu'on agit comme des cigales plutôt que des fourmis. Les cigales, ça chante mieux, mais ça passe pas l'hiver. Il faut sortir de cette vision primaire-là du fonctionnement de l'économie. Puis ça, c'est une valeur de base, qui est une valeur de droite, là, en passant. Hein? La liberté puis la responsabilité. Les fourmis, ça a l'air un peu plus drabe, mais ils mettent de l'argent de côté, puis ils se rendent à l'été suivant. Je dis ça prend une révolution culturelle, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui prend du temps nécessairement. La révolution tranquille, c'est faite par le biais de l'État. J'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il n'y a rien de plus difficile que de se libérer de son libérateur. Il y a quelque chose qu'on appelle l'économie de marché. Il y a des choix individuels. Laissons exprimer les choix individuels. C'est sûr qu'il va y avoir un coût au départ. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne peut pas avoir de remède sans contrepartie, quoi. C'est essentiellement la fin du Québec qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, non? Mais il faut en discuter. Qu'est-ce que ça vise, la réforme, là? Quel but on veut atteindre par une réforme de la fiscalité? Ça m'apparaît important qu'on en parle. On n'a pas les moyens. Vous vous serrez la ceinture, vous fermez vos gueules, et tout ce dont on dispose, on le donne au privé. Donc on privatise l'éducation, privatise la santé, privatise les routes, privatise les ponts, on privatise l'eau, bientôt on va privatiser l'air. Puis qui sont les lucides? Ils représentent qui au juste? Hein? Ce sont des lobbyistes, ce sont des consultants pour le secteur privé. Le patronat ou les affairistes actuellement. Quand vous allez travailler pour une très grande firme d'avocats, mais ça fait des fusions et acquisitions, ça fait des pressions auprès des gouvernements, ça va défendre leurs clients. C'est comme un peu le bras armé où ils sont les mercenaires des plus gros. Donc on a une espèce de symbiose comme ça, incestueuse entre le politique, les idéologues, et les milieux d'affaires qui pensent à peu près la même chose et puis qui se complètent les uns les autres. Et avec les monopoles des médias, ils manipulent l'opinion publique. Il suffit de voir où ils coupent, il suffit de voir où ils suppriment, il suffit de voir où ils favorisent. Alors voilà, donc on va tourner en rond indéfiniment tant qu'on n'aura pas séparé l'argent du politique. On vit dans un système démocratique larvé, feutré. Il y a une concentration sans précédent. Québécois et Power Corporation contrôlent plus de 75% de tous les médias écrits au Québec. Et c'est ça qui forme les opinions, voilà, qui viennent brainwasher le monde, etc. La mondialisation, on ne peut pas y échapper, puis on ne pourra pas l'empêcher. Il faut se l'approprier, puis faire en sorte que ça ne nuise pas à notre projet de société. Si on devient tous des individualistes, c'est en groupe qu'on est fort. Seul, moi, je donne pas cher pour le Québec de l'avenir.